Je vais terminer la soirée avec une explication de comment j'enseigne par projet et enquête. Et je vais vous expliquer ce que je fais par projet et enquête. Mais d'abord, du coup, pour vous parler un petit peu de mon parcours à moi, donc j'ai été en France, etc., dans une école classique, assez élitiste aussi. Et à 17 ans, je suis parti aux États-Unis. Pour une année à l'étranger. J'ai fait un an dans un lycée américain, dans une famille d'accueil américaine, pour l'énergie. Alors le but, c'était parce que je voulais devenir prof d'anglais et j'avais eu d'assez mauvais profs d'anglais qui ne parlaient pas anglais et qui ne connaissaient pas beaucoup des pays anglophones du monde. Du coup, moi, je me suis dit, je vais à tout prix faire différemment et connaître au moins un pays anglophone assez bien et puis être parlé à peu près couramment. Et du coup, je me suis dit, je vais partir aux États-Unis. Et au début, c'était pour un an. Je suis revenu en France, puis reparti en tant qu'enseignant avant d'avoir mon diplôme, 2 ans après. Et puis, je suis reparti en France, retourné aux États-Unis, j'ai fait des va-et-vient. Et au final, en fait, j'ai commencé à rester de plus en plus aux États-Unis parce que je trouvais que c'était un modèle qui me ressemblait plus et plus que me ressemblait, je trouvais que c'était un modèle qui fonctionnait mieux. Notamment dans le système américain, il y a justement cette proximité avec les élèves, dont Céline a parlé, puisque donc, à la section IB de Magendie, il y a beaucoup de professeurs anglo-saxons en tout cas. Donc ça j'aimais bien, j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux, ça permettait de voir où en étaient les élèves, en plus de cette solidarité, de cet amour, ça permettait également, rien que du point de vue académique, de voir où en étaient les élèves. Parce qu'ils nous le disent si on est proche d'eux. Alors que s'il y a cette distance, bon, ils ont peut-être moins peur de nous, et donc ils ne nous diront pas forcément. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé aux États-Unis, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'après, en fait, j'ai fait ma carrière, le début de ma carrière aux États-Unis, puis dans des écoles internationales, au Vietnam notamment. Une école, c'est-à-dire en fait un hybride d'une école internationale, dans le sens que c'était un programme anglo-saxon, avec une mentalité anglo-saxonne, mais des élèves vietnamiens, qui se destinaient tous à partir étudier à l'étranger pour leurs études supérieures. L'étranger étant notamment l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Puis à peu près, après un peu de Canada et de Singapour. Et donc, ce que j'ai bien aimé aux États-Unis et donc dans cette école internationale, c'est cet enseignement par projet, cet enseignement, en anglais on dit donc project-based learning et aussi inquiry-based learning, que moi j'ai traduit peut-être mal, je ne sais pas, par enquête. En tout cas, c'est des enquêtes qu'on fait, du coup, je vais vous parler de ça. Quand je dis projet, puisque je pense que ça peut avoir plusieurs définitions dans la tête des gens, ce que moi j'entends par un projet, c'est quelque chose de long, qui a un but concret, que les enfants ou adolescents ou étudiants selon le public réalisent eux-mêmes, et qui généralement a un long procédé et un produit ou plusieurs à la fin. En tout cas, pour moi, une chose essentielle, c'est que ça soit quelque chose dans la durée, c'est-à-dire plusieurs cours, plusieurs semaines, probablement, voire plusieurs mois. Si c'est un projet, certes, on peut appeler quelque chose qu'on fait en 30 minutes un projet, mais ce n'est pas ce dont je parle aujourd'hui. Enquête, ce sont des enquêtes, c'est-à-dire des enquêtes pour trouver une vérité, disons. Alors ça peut être une vérité soit qui est plus factuelle, dans certains cas, avec de la recherche, des visites, etc. Ou une vérité qui est en soi, c'est-à-dire quelle est sa propre opinion. Quelle opinion a-t-on Auquel cas, donc les élèves ont généralement soit une opinion, selon le sujet qu'on aborde, une opinion déjà toute faite, une opinion qu'ils ont formée assez rapidement. Et ensuite, donc l'enquête pour essayer de soit confirmer cette opinion, soit changer d'avis, en justifiant à chaque fois pourquoi faire ça. Donc, de quoi ça a l'air de manière concrète. Donc, si on rentre dans ma classe, j'enseigne maintenant dans ces locaux à London International School, qui est donc une école internationale avec 25 nationalités à peu près. Donc, en fait, les élèves ont souvent eu un enseignement qui était assez similaire à celui auquel j'ai eu affaire aux États-Unis et dans les écoles internationales d'Asie où j'ai travaillé. Si on rentre dans ma classe, souvent, je ne suis pas au centre. D'ailleurs, ma classe, vous la verrez lors des ateliers, elle est 2 crans plus loin.
il n'y a pas vraiment de centre, pas de devant, c'est un U, mais pas un grand U, puisqu'on a la chance d'avoir des petits groupes ici. C'est un U plutôt dans le style salle de réunion. Donc on est tous ensemble, moi généralement je suis assis avec eux, ou si je suis debout, c'est pour les moments de présentation comme ça. Et donc ça c'est si vous rentrez au départ, il est possible que je sois debout. Sinon je suis assis avec eux et on a tous une discussion entre nous, ou alors il y a plein de petits groupes. Plein de petits groupes qui sont chacun en train de travailler sur quelque chose de différent, sur un même thème en revanche. Et moi je suis en train de circuler de l'un à l'autre, en essayant de les pousser à aller plus loin, de les guider, de questionner, de comprendre, et c'est eux qui m'expliquent. C'est eux qui m'aident. Moi, je ne suis pas à ce moment-là, je ne suis pas dans une posture d'explication, je suis dans une posture d'essayer de comprendre. Et du coup, en tant qu'humain plus âgé qu'eux, bien que pas beaucoup, je leur fais part de mon expérience et de comment peut-être ça pourrait être fait différemment, si besoin. De quoi ça a l'air aussi au niveau justement du trimestre, par exemple, puisqu'on fonctionne assez en trimestre dans donc moi ici je suis professeur de géographie. On a le début, les 2 premières semaines à peu près de chaque trimestre qui sont dédiées à quelque chose de plus théorique. Alors là c'est justement un moment où peut-être je suis plus devant, mais généralement c'est rythmé d'activités, donc en fait on fait quand même plein de choses, mais c'est pas encore du projet. Donc là, c'est un peu la base. Je donne beaucoup je donne, ou ils trouvent eux-mêmes des faits, des informations, enfin tout ce dont ils auront besoin pour ensuite réussir le projet. C'est la base du bâtiment, ensuite ils construiront le projet dessus. Ensuite, au moins 1 mois après ça, on travaille sur un grand projet. Donc par exemple, en ce moment, on fait The Planet and People, donc la population, disons, la population, la densité, l'urbanisme. Donc on a parlé de tout l'aspect un peu théorique, déjà c'est fini, on en a parlé au début de l'année. Et ensuite leur projet actuel c'est donc de construire, de créer un plan urbain pour donc, un groupe à un village, un groupe à une ville moyenne, un groupe à une grande ville, un groupe à une mégapole, de construire un plan urbain qui soit optimal. Et du coup évidemment optimal ça ne veut rien dire, donc ça engendre une discussion. Qu'est-ce que c'est optimal ? Optimal à quel niveau? Au niveau du transport, au niveau de tout, on engendre une discussion. Donc je vous en parlerai plus en détail, mais il y a donc tout un mois pendant lequel les élèves sont en train de construire leur plan urbain, en groupe. C'est pas tellement un moment où ils échangent entre groupes, mais en revanche ils échangent au début ou à la fin du cours, lorsqu'on parle peut-être du concept, puisque j'ajouterai des détails là-dessus. À chaque cours, on ajoute un niveau de compréhension. Je reviendrai là-dessus. Et ensuite, la dernière partie du trimestre, c'est là qu'on fait une enquête. Donc en l'occurrence, par exemple, l'enquête de ce trimestre, elle sera How our planet fit everybody. Donc comment notre planète comment tout le monde peut rentrer et avoir sa place sur notre planète. Là encore, c'est assez vague exprès, parce que avoir sa place, ça peut vouloir dire d'un point de vue physique. Si on passe à, je ne sais trop, 12 milliards d'habitants, est-ce qu'on a réellement la place? Et avoir sa place dans le sens, tout le monde est intégré dans la société. À ce moment-là, c'est une enquête où donc, ils doivent avoir une opinion. Peut-être qu'ils en ont une de départ, mais en tout cas, à la fin de l'enquête, ils doivent avoir une opinion. Même si leur opinion, il y a peut-être une partie où ils disent, je ne sais pas encore, mais ils doivent savoir pourquoi ils ne savent pas encore. Cette opinion, ils vont la chercher. Ils vont la chercher en faisant une enquête dans le vrai monde. Donc on va aller hors de l'école, on va peut-être, par exemple, répondre à cette question, comment tout le monde va avoir sa place sur notre planète. On parlera donc à un moment de l'immigration. Ils vont aller voir les gens et faire une enquête d'opinion justement des autres. Quelles sont vos réactions face à l'immigration? Est-ce que les immigrés vous dérangent? En fait, je ne sais pas, puisque c'est eux qui vont écrire le questionnaire. Mais quelque chose de cet ordre d'idée. Même avant cela, ils vont aller faire des enquêtes d'opinion. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de gens? Est-ce que c'est trop dense à Bordeaux? Est-ce que ça n'est pas assez dense, etc. On a la chance aussi d'avoir des gens, comme je disais dans mon école, qui viennent de partout, donc qui pourront partager leur expérience d'avant. Et une enquête, ça va également
dans de la recherche médiatique, enfin, dans les médias, de la recherche peut-être plus scientifique, et de la recherche en allant interviewer des experts. Donc c'est là que ils vont peut-être parler, peut-être du coup à un urbaniste, peut-être un sociologue, un anthropologue, etc. Je reviendrai là-dessus, mais donc pour vous donner l'image d'un trimestre dans ma classe. Donc on commence par les faits, l'aspect plus théorique, donc qui est peut-être plus commun à ce qu'il y a dans d'autres écoles. Ensuite, on passe sur une longue période de projet, puis une longue période d'enquête. Quel intérêt? Pourquoi je fais comme ça? Je vous ai dit que ça fonctionnait mieux. Concrètement, ce que je trouve que ça amène, c'est que les élèves sont beaucoup plus motivés. Ils sont plus motivés pour travailler, ils sont plus motivés pour réussir. Et ils sont plus motivés pour s'intégrer au groupe. Parce qu'ils sont en groupe et ils savent que le groupe, c'est pas juste pour maintenant, ça va être jusqu'à la fin du mois, voire du trimestre. Cette motivation, j'ai pas vraiment besoin de la créer ou même de faire quoi que ce soit en fait, pour qu'elle vienne, parce que souvent on dit voilà, bon, ben, on va faire, par exemple, on va designer une ville, bon ben ça y est, ils ont déjà 40 000 idées pour designer une ville qui est mieux que les autres, et donc en fait c'est une motivation qui vient tout de suite. S'il y a quoi que ce soit de travail à faire vis-à-vis de la motivation, c'est même plutôt de la canaliser dans une pédagogie comme ça. L'exploration est plus profonde du projet, comme je vous le disais, parce que justement, on va, à la place de rester en surface sur les faits, qui sont là qu'au départ, on va justement faire une investigation, une enquête qui va plus loin, en faisant de la recherche, en parlant aux personnes, en parlant à des experts. Et ensuite, eux-mêmes, ils vont voir tous les aspects, peut-être, bon, pas tous, c'est un peu ambitieux, mais beaucoup d'aspects d'une même problématique. Donc, par exemple, pour une ville, à chaque fois, on rajoute, ok, cette semaine, on parle du transport. Est-ce que votre ville, elle a bien intégré les transports? Est-ce que les transports sont optimaux dans votre ville? Oui ou non? Non? Ah bon, il faut les rajouter sur votre plan, ou alors il faut les refaire. Par exemple, je vous ai amené quelques plans, puisque c'est ce qu'on est en train de faire. Certains élèves en sont déjà à leur deuxième plan. Donc ça, c'est le plan de départ d'un des groupes. Puis on a décidé, donc ça c'était au départ, lorsqu'il n'y avait pas vraiment de direction, on avait juste dit, ok, on crée un plan d'urbanisme d'une ville optimale. Puis on a parlé des transports. Ils se sont dit, ah bon, nos transports ne fonctionnent pas encore très bien. Et on a parlé de la cohésion sociale, de l'inclusion. Est-ce que votre plan permet à tout le monde d'être inclus? Ils se sont dit que c'était trop ségrégé. Donc ils ont commencé à changer. Il n'est pas fini leur plan. Mais ils ont changé, ils ont mis un grand parc au milieu, de sorte à ce que, puisque c'était un des fruits de nos discussions, que pour une plus grande inclusion sociale, il faut qu'il y ait des endroits où se rassembler, où tout le monde puisse se rassembler. Donc ils ont dit on met un grand parc au milieu. Comme ça, il y a un centre pour venir. Après, c'est là, à ce moment-là, que les discussions continuent. Parce que quand on a eu la discussion de tout le groupe, d'accord, on a parlé, mais on n'est pas vraiment sûr si les élèves sont soit convaincus, soit rencontrés. Et s'ils ne sont pas convaincus, on n'est pas sûr de pourquoi. Est-ce que c'est simplement qu'on a mal expliqué, ou est-ce que peut-être ils ont une bonne raison pour laquelle on a tort. Donc en tant que professeur, lorsqu'à ce moment-là, justement, on va de groupe en groupe, on peut s'en apercevoir. Et amener la discussion plus loin. Un de nos groupes, par exemple, a décidé que c'est un peu comme The Hunger Games. Il y avait différents districts, et donc là c'était le district des pauvres au départ. Puis là le district des riches. Là c'était la classe moyenne, et là je ne sais plus, je crois qu'ils n'avaient pas encore décidé. Donc j'aurais demandé, alors on avait déjà parlé d'inclusion sociale, donc j'aurais demandé, d'accord, alors quoi dans votre plan amène à l'inclusion sociale? Puisque au niveau des transports, il m'avait expliqué, donc là c'est un tram, puis ensuite vous ne voyez pas les pointillés que vous êtes sûrement, mais il y a des métros partout, donc les transports étaient pensés. Ils m'ont dit, ah ben l'inclusion sociale, on y a pensé parce que ici il y a tout ce qu'il faut. Donc les pauvres n'ont pas besoin de se déplacer. Ils ont des magasins, ils ont des restaurants, ils ont tout ce qu'il faut, des magasins pas chers en plus. Et je leur ai dit, ah d'accord. Alors qu'est-ce qui fait que
peut-être ils iront rencontrer les autres. On dit, bah, parce qu'ils travaillent pour les riches. Alors, qu'est-ce qui fait que peut-être les riches auront envie d'aller les voir? On dit, ah, mais ils n'auront pas envie. Et j'aurais dit, ah, d'accord, alors, il n'y a pas tout à fait l'inclusion sociale. Je dis, non, non. Et donc, c'est là que, à ce moment-là, je ne m'en serais jamais aperçu si ça avait été un cours seulement magistral et si on s'en était tenu à la discussion. Parce que pendant la discussion, ces mêmes élèves avaient eu tout un tas d'idées pour inclure les gens. Mais ils ne les mettent pas dans leur groupe. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut justement aller plus loin, les pousser à, bon, en l'occurrence j'ai l'impression que vous êtes d'accord que ce n'est pas un modèle optimal, donc les pousser à peut-être considérer qu'on pourrait avoir d'autres moyens de créer des échanges entre les riches et les pauvres que de les ségréguer. On verra s'ils sont convaincus, ils n'ont pas encore commencé à les déségréguer, on verra. Du coup, je trouve également qu'on a une compréhension plus diversifiée du sujet. Parce qu'à la fin de ça, je peux vous garantir, puisque je l'ai fait d'autres années, chaque groupe a une ville optimale qui est différente. Et moi, je trouve que c'est une des forces de la société américaine, et de plein d'autres sociétés probablement, mais comme je connais, je parle des États-Unis, que chaque école étant autonome, chaque école fait quelque chose de différent, même les écoles publiques. Chaque élève a le choix de ses cours, et donc on se retrouve avec autant de parcours d'apprentissage que de citoyens, en schématisant un peu de manière basique. Il faut évidemment ajouter des détails, mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, on a cette force de fait que si on rencontre quelqu'un, ben on n'a pas quelqu'un qui, oui, lui aussi, il a appris la guerre mondiale, la colonisation, la bidule, etc. En fait, il a appris d'autres choses que nous, peut-être. En tout cas, toute une partie. Du coup, cette personne peut compléter notre savoir et nous le leur. Et je trouve qu'au sein de la classe, justement, fonctionner par projet, ça permet, puisqu'à la fin il est présent, ça permet justement d'aborder toutes les facettes, encore une fois pas toutes, mais beaucoup de facettes d'un problème ou d'un sujet. Et évidemment, ça autonomise et responsabilise les élèves. Je ne sais pas tout à fait si c'est un vrai mot, l'autonomisation. C'est plus pour les machines, je crois, mais ça rend autonome les élèves et responsables, puisque, comme je vous disais, à ce moment-là, moi je n'ai qu'à circuler entre les groupes et les aider, les guider, mais en fait c'est eux qui mènent tout, c'est eux qui mènent la classe. Ça semble peut-être difficile, mais en fait ça l'est pas. Si on commence à le faire et qu'on pose bien les bases, ça se lance tout seul. Puisque les élèves, ils ont envie d'apprendre, c'est comme une plante, elle a envie de pousser, les élèves ont envie d'apprendre. Et donc, il se lance là-dedans. Alors, j'avais pour l'anecdote ceci pour encourager justement à faire cette pédagogie de projet. Donc, comme vous pouvez voir, c'était au Vietnam, dans mon école internationale. Donc, le projet, là-bas, j'enseignais l'anglais. Et on faisait un programme sur l'environnement. Et alors, j'avais lancé un projet très très vague et vaste en disant: vous devez créer quelque chose qui améliore l'environnement. Donc c'était vraiment très vaste. On aurait pu se dire qu'ils seraient peut-être trop perdus, mais alors pas du tout. Ils se sont tous lancés dans des directions différentes. Alors, il y a un groupe qui a été un peu moins enthousiasmé, qui s'est contenté d'amener un arbre. Mais rien que ça, c'était quand même génial. Moi, je trouve qu'ils aient amené un arbre. On avait un arbre de plus à l'école. C'était assez facile dans le sens projet, qu'ils avaient juste eu à l'acheter. Donc je les ai poussés à aller plus loin dans cette idée. Mais alors après, on a toujours quelque chose qui nous impressionne. Par exemple, ces deux élèves, moi je laisse choisir les groupes, je laisse choisir le nombre et avec qui ils vont. Donc ils n'étaient que deux. Et alors ils ont créé une mini-serre avec un panneau solaire. Ils sont en train d'installer justement un système de ventilation qui était donc solaire, puis ensuite le panneau solaire alimentait également un système d'arrosage automatique. Ils ont fait vraiment tout un cheminement où d'abord ils ont fait comme ça, puis ils se sont dit: ah ben mince, il n'y a pas d'air, du coup ils ont percé des trous, puis ils en ont percé plus parce qu'en fait il n'y avait toujours pas assez d'air, et donc ils ont fait tout un cheminement qui au final a abouti dans une serre qui a fonctionné, qu'on avait dans notre classe et qui a donc fait pousser des herbes aromatiques. Donc moi, c'est une chose que j'adore en tant qu'enseignant qui enseigne par projet et par enquête. Les enquêtes, j'en parlerai plus tard. C'est que je suis toujours impressionné. À la fin, il y a toujours au moins un groupe qui a fait quelque chose d'absolument fabuleux.
Mais généralement, à peu près tous ont fait quelque chose d'intéressant en revanche. Alors, comment le mettre en place si ça vous intéresse? Je trouve que, je disais tout à l'heure, la chose essentielle, c'est de bien commencer. Bien commencer, ça ne veut pas dire avoir beaucoup de détails, puisque, comme je dis, moi, je fais souvent des projets assez vastes, assez vagues, enfin, au départ, et qui, en fait, fonctionnent très bien. Les élèves s'en saisissent. Mais par contre, il faut avoir des buts précis. Les buts précis et les communiquer. Donc, par exemple, dans mon projet de créer un plan urbain optimal, moi, mon but, c'est que mon but à moi, c'est que je veux qu'il parle à un moment qu'on aborde le transport, ce qu'on a déjà fait, qu'on aborde l'inclusion sociale, qu'on aborde l'environnement dans un environnement naturel, dans un environnement urbain. Donc ça, moi, je l'ai en tête, je leur ai dit, on va en parler. Au départ, on parle de quelque chose de vague, mais ensuite, on rajoute des niveaux, ce qui est le numéro 3. Et donc, il faut des buts précis. Mon but, enfin précis, pas forcément, mais des buts clairs en tout cas. Le but, c'est qu'on est en train de designer une ville. Après, moi, je les laisse faire. Il y en a qui font sur papier, mais il y en a déjà qui m'ont demandé est-ce qu'on peut faire une représentation 3D par ordinateur? Bah oui, bien sûr. Tout ce que vous voulez, donc ça nous montre la ville. Donc, il faut des buts précis, je dirais à la fois pour les. Pas précis encore une fois, mais clairs, à la fois pour les élèves et pour soi-même. C'est-à-dire que moi, c'est pas une manière juste de dire ah ben je fais rien pendant un mois, tant mieux, je vais juste donner ok, faites une ville. Moi, j'ai tout un plan, comme je disais, alors bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais le transport, qu'est-ce que je veux qu'ils sachent pour le transport? Qu'est-ce que je veux qu'on aborde? Et ainsi de suite. Il y a tout un moment, je dirais ça c'est assez important à faire au début, c'est laisser faire. Au moins les premières sessions, laisser faire. Alors moi, vraiment, il reste là, il fasse rien. Mais ça ne m'est jamais arrivé, je vous assure. Mais sinon, laisser faire, et ensuite on commence à guider. Guider, comme je dis, en venant et en demandant d'expliquer. Parce que peut-être que c'est moi qui n'y comprends rien à leur projet ou à leur plan. Donc leur demander de m'expliquer, et ensuite ajouter des questions, voire peut-être au moment où eux, par exemple, continuent à me dire bah non, mais on n'a pas envie qu'ils ne savent plus, de dire ah bon, ben on va avoir besoin qu'il y ait de l'inclusion sociale dans votre plan, donc je vais vous en intégrer. Et ajouter des niveaux. Donc comme je dis, au départ, je suis parti de l'idée simple, créer un plan urbain, plan d'urbanisme. Et après, on a rajouté des niveaux. On a passé toute une longue session sur les transports. Donc on a discuté à ce moment-là. Qu'est-ce qu'un transport optimal? Et donc ils ont parlé, ok, il faut que ça soit accessible, il faut que ça ne soit pas trop cher, que ça aille partout, etc., etc. Et donc, bon, ben d'accord, est-ce que vos plans d'urbanisme montrent ça? Oui, tant mieux. Non, rajoutez-le. Et ensuite, cohésion sociale, etc. De la même manière que... Oui, bon, je n'ai pas besoin de vous parler d'un autre projet. Gérer donc les 3 autres étapes. C'est le partager, qui vient pas forcément à la fin. Vous pouvez le faire au fur et à mesure. Si vous êtes un enseignant qui aimait vraiment qu'il y ait un partage plus long, pas simplement d'idées intellectuelles, mais également des produits, ça peut se faire au fur et à mesure. Moi, ça me convient de le faire à la fin, mais je sais que beaucoup d'enseignants aussi, de temps en temps, disent ok, on présente tout ce qu'on a fait, on montre comme ça crée une émulsion d'idées également. Donc certaines personnes aiment ça. Mais en tout cas, à la fin, moi je trouve qu'il faut qu'il y ait un partage, c'est sûr. Il faut qu'il y ait un partage, sinon, en fait, on n'a pas fait du travail de groupe, on a fait du travail chacun dans son coin. Ce qui n'est pas le but. Le but, c'est pas de couper ma classe en plein de mini-classes. Donc, il faut le présenter les uns aux autres. Il y a plein de manières de le présenter. Ça peut être une présentation comme je suis en train de faire, par exemple. Ça peut être une présentation de style galerie, où on a tous les projets. Et alors là, il n'y a même pas tellement d'interaction. C'est les gens vont... Enfin, les interactions n'est pas frontale. Les gens vont de projet en projet, alors généralement avec une tâche écrite par exemple. Une tâche de, ok, qu'est-ce que tu as bien aimé sur chaque projet? Qu'est-ce que tu trouves que tu aurais dû faire dans ta propre ville par exemple? Est-ce que tu trouves que ce modèle fonctionnerait à Bordeaux? Et ainsi de suite. Ça dépend après de votre projet évidemment. Et alors si possible, de présenter même, c'est un bon moment pour le faire à plus de personnes que juste les élèves. Moi j'invite beaucoup les parents dans ma classe. Donc là, c'est un moment de le faire, par exemple. Un moment pour inviter les parents. Du coup, ce qui met un peu une petite pression pour les élèves de vouloir être professionnels. Et moi, j'utilise beaucoup ce mot, même si je sais que c'est des collégiens, j'utilise professionnel dans ma classe, beaucoup.
Mais du coup, ils se disent, il faut que je fasse quelque chose de pro. Et puis les parents sont fiers d'eux, viennent, et il y a un public, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fait juste ça parce que M. Delvalle l'avait demandé. Voire présenter à reste de l'école, etc. Donc une fois, par exemple, c'était le cas de cet élève, on a présenté, nous on allait la présenter à toutes les autres classes de l'école. Donc j'ai demandé à mes collègues, est-ce qu'on peut monopoliser une partie de votre temps, et nos élèves viennent, et ils sont venus, ils ont présenté, ils ont parlé, et du coup ce qui a créé un certain échange entre les élèves. C'était intéressant. Moi, je trouve que c'est important d'en faire quelque chose, justement, ce que je disais à l'instant. J'ai pas envie qu'ils pensent qu'ils font ça juste parce que je leur ai demandé, et puis voilà, après on jette à la poubelle. Pour moi, c'est quand on a travaillé pendant un mois ou plus sur quelque chose, faut que ça aille plus loin. Donc, par exemple, je reviens au numéro 6, ce que ces élèves ont fait. Avant, là, ici, vous voyez, on a fait tout un projet. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, le produit, c'était des parapluies sur lesquels ils avaient dessiné des mandalas qui avaient pour thème la ville. Donc, ils étaient en groupe, ils l'ont fait. Une autre école, puisque c'est un projet avec une autre école également, a fait la même chose, puis il y a eu des tas d'échanges. Et après, moi, c'était primordial pour moi qu'on fasse quelque chose de parapluie. Sinon, ça faisait un peu, bon, d'accord, on s'est bien amusé sur des parapluies, maintenant, on les amène à la maison, on les offre à grand-mère. Je trouvais ça un peu dommage. Du coup, on a décidé d'exposer ces parapluies dans un centre commercial du quartier. Au Vietnam, les centres commerciaux, c'est le centre du monde. C'est là où tout le monde va, c'est climatisé en plus, donc c'est génial. Du coup, ils ont eux-mêmes créé leur invitation, puisque je trouve que c'est très important vraiment d'impliquer les élèves dans toutes les étapes. Ils ont créé leurs invitations pour venir voir cette exposition de parapluies dans un centre commercial et pour venir à la soirée inaugurale où eux-mêmes ont présenté le projet, ont présenté ce qu'ils faisaient, etc. Alors là, il y a de toutes sortes d'attitudes qu'on est en train de voir, puisqu'on crée des invitations. Lors de la soirée inaugurale, évidemment, il y a du parler en public, mais également de la traduction, puisqu'on était au Vietnam quand même. Nous, c'est une école anglophone, mais donc il a fallu traduire en vietnamien en simultané, ce qui est très difficile, c'est une attitude vraiment intéressante à apprendre. Puis, ils se sont impliqués dans tout le cheminement. Moi, je dis avec honte que je ne parle pas du tout assez bien vietnamien, en dépit d'avoir vécu là-bas 2 ans. Du coup, c'était eux qui faisaient les coups de fil. C'était eux qui appelaient le centre commercial. Ah, on aimerait faire une exposition chez vous, est-ce que vous voulez bien? Ah bah oui, mais ça sera 1 000 $. Ah bah non, on n'a pas d'argent, est-ce que vous voulez bien le faire quand même? Et au final, on est passé du 1 000 $ à 0 $. Et c'était un vrai chiffre. Ils me demandaient 1 000 $ au départ parce qu'il fallait tout un tas d'équipements pour les monter, parce qu'ils sont été montés au plafond. Donc c'est un centre commercial, il faut imaginer de 4 étages ou un peu plus. Ils ont été montés depuis le plafond et ils sont restés suspendus là. Du coup, il y avait des assurances et tout, il y avait de vrais coûts. Mais au final, avec différentes tâches, en leur faisant écrire des lettres, etc., des emails, ils ont réussi à négocier en fait que le centre commercial nous offre cette installation. Donc, nous offre 8 000 $ d'installation. Et ils ont créé, alors ils ont été plus loin, parce que c'est là que beaucoup d'idées émergent également. Ils disent, ah ben oui, mais ce sont bien qu'il y a de la nourriture quand même. Ah ben oui, mais moi, mon grand-oncle est traiteur, alors on va lui demander, etc. Du coup, comme vous voyez, on a eu un service traiteur en même temps. Etc. Et donc, ils ont fait leur propre soirée inaugurale, ils ont fait ça, là, comme un genre de kakémono, ils ont fait ça eux-mêmes. Et alors, à ce moment-là, ce qui est important, moi, je trouve, c'est de ne pas forcer. Par exemple, je n'ai forcé personne à faire les discours. Parce que pour moi, ça peut être traumatisant, limite, d'être forcé à parler dans un centre commercial avec plein de gens qu'on ne connaît pas, alors qu'on n'en avait pas envie. Alors, j'encourage, parce que c'est quand même bien que s'il y a des gens, mais j'aurais dit, si personne ne veut le faire, moi, je le ferai. Par contre, je ne parlerai pas en vietnamien, donc je ne sais pas, il faudra quelqu'un. Et ben non, il y en a eu, y compris cet élève, qui était d'une timidité extrême, et qui avait une pression des parents qui faisait vraiment, elle était très apeurée du coup de faire quelque chose devant ses parents, mais elle l'a fait. Donc voilà, moi je trouve que ça peut être aussi ambitieux que ça, parce qu'en fait, des fois, c'est pas si difficile. Il suffit de frapper à la porte, et puis souvent, les gens sont prêts à aider. Ça peut être moins ambitieux, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui doit être fait avec le produit. Sinon, on se demande un peu pourquoi on a fait le produit de temps en temps.
Donc par exemple, ceci, on va les présenter à un cabinet d'urbanisme. Et le cabinet d'urbanisme, bon, probablement ils ne vont pas designer leur propre ville avec, mais au moins ils donneront un feedback, etc. Donc voilà, c'est une idée de l'installation. Ici, je trouve c'est important de laisser aux élèves la propriété de leurs produits. Parce que c'est leurs produits, justement, c'est pas les miens. Donc, il n'y a pas vraiment de raison, je trouve, de dire bon, bah merci, maintenant je garde tous les parapluies, ils sont bien beaux en plus. Donc, j'aurais laissé libre choix de ce qu'ils voulaient faire avec. Certains, et chaque groupe a décidé quelque chose de différent. Certains ont dit ah, ben, moi je l'adore, je le garde. Parce que, alors, c'est des parapluies qui fonctionnels, hein, ils étaient vernis d'une manière qu'on pouvait réellement être sous la pluie avec. Donc, certains ont décidé de le garder, certains l'ont vendu pour une œuvre caritative, certains l'ont vendu pour eux, et moi je trouvais ça aussi bien parce que ça commence à justement montrer cet esprit d'entrepreneuriat et le début de l'idée d'une rémunération pour son travail. C'est à peu près les trois options qui ont été choisies. Mais moi je n'ai pas du tout décidé. J'ai dit bon, bah, voilà, vous votez entre vous. Je peux vous aider à les vendre si vous voulez les vendre, je peux vous aider à les stocker si vous avez besoin de les stocker. C'est vous qui décidez. Ils t'en ont pas offert un. Non, j'avais vraiment envie, mais ça n'en avait qu'un par groupe. Alors déjà, certains avaient dû négocier qu'est-ce qu'ils gardent. Si on le vend, bah moi j'aimerais bien plus parce que j'ai plus travaillé dessus. Mais c'est une discussion justement intéressante parce que c'est à ce moment-là qu'on dit ah bon, ben, qu'est-ce qui est le plus juste? Est-ce que comme toi tu as travaillé plus, tu prends plus, ou est-ce que vous décidez que c'est quand même votre produit à tous? Alors une fois, ben là, une fois de plus, c'est pas moi qui décide, c'est leur produit. Et non, malheureusement, ils m'en ont pas offert un, j'ai voulu en acheter un, mais c'est trop tard. Puis ils vendaient assez cher. La partie enquête, moi je la fais après le projet, mais je trouve qu'elle peut tout aussi bien être faite avant, parce que ça dépend un peu du projet en fait. Soit le projet se construit sur l'opinion qu'on a construite, soit le projet amène à une question, comme ça sera le cas ici, et qui du coup nous amènera à nous demander quelle est notre opinion. Comme je vais vous raconter, donc c'est une enquête de terrain. Une fois de plus, il faut impliquer les élèves tout le temps. C'est eux qui font. Moi, il est hors de question que j'aille contacter un expert pour eux. On a un téléphone, je le prends, on a tous un téléphone d'ailleurs. Donc, dans la classe, on dit ah bon, bah, t'aimerais qu'on contacte, je ne sais trop, un urbaniste. Bon, bah, regardons, là, tous les cabinets d'urbanistes, est-ce que tu peux l'appeler? Et il l'appelle. Est-ce qu'on pourrait vous rencontrer? Ou est-ce qu'on pourrait vous poser des questions tout de suite? Ça, c'est un apprentissage qui est vraiment important, je trouve, parce que ça apprend beaucoup plus que du coup ce dont on parle. Ça leur apprend à vaincre cette timidité, enlever toutes ces barrières, et puis se dire que dans le fond, on n'a qu'à le faire. Quoi que ce soit, il suffit de le faire, on prend le téléphone, au pire, la personne nous raccrochera un nez. Généralement, ils ne font pas ça, ils disent juste non, on n'a pas le temps. Ce qui est un apprentissage très important aussi, je trouve. C'est l'apprentissage de se rendre compte que des fois, bah, c'est difficile de rencontrer un expert. Et on a eu le cas dans certaines zones de mes projets où on a eu 0 personnes qui voulaient nous rencontrer, on ne réussissait pas à parler aux gens. Et bah, c'était génial aussi, du coup, de tirer une conclusion de ça. Moi, je culmine avec un débat intelligent. Ce que j'appelle débat intelligent, c'est-à-dire que c'est un débat, donc pas un débat libre en fait, un débat où chacun expose son opinion sans que personne n'ait le droit de l'interrompre. Ensuite, c'est au tour d'un autre, etc. Ensuite, il y a un moment de questions où les gens, là, c'est beaucoup plus libre, peuvent s'interrompre. Et à la fin, chacun doit justifier de son opinion qu'elle est changée ou pas. Cette manière permet d'enlever cet esprit de compétition qu'il y a souvent dans les débats en classe. En classe, avant que je me suis mis à faire des débats, que j'ai pu appeler intelligent, il y avait cet esprit de compétition, et à la fin du débat, on disait alors qui est-ce qui a gagné? Bah, personne, je sais pas, ça dépend ce que vous avez pensé. Et là, il ne me manque plus. Jamais, depuis que je me suis mis à faire ça, plus jamais on m'a demandé qui est-ce qui a gagné. À la place, chacun dit ah ben moi je pense ci et ça, et en fait, ah ben non, moi j'ai changé d'avis parce que ci et ça. Et c'est impressionnant quand on se met à le faire de cette manière et de leur dire si vous changez d'avis, c'est génial, tant que vous le justifiez. Si vous gardez votre avis, c'est tout à fait aussi génial, tant que vous le justifiez. Et donc là, ils n'ont plus peur de dire qu'ils ont changé d'avis. Et de dire même que c'est un tel ou une telle
qui leur a fait changer d'avis en donnant un bon argument. Ils sont moins dans la position de sans cesse essayer de trouver un contre-argument, mais plutôt d'essayer d'écouter l'argument. Ouais. Je vais terminer là-dessus sur comment l'évaluer, si besoin. Moi, j'avoue que j'évalue pas tout le temps, parce que je trouve qu'il y a un peu une obsession d'évaluation dans les écoles. Mais elle est là, donc on a besoin d'évaluer. Donc, enfin, à vrai dire, dans les écoles, dans celles dans lesquelles j'ai été, en tout cas, je n'ai jamais été en école publique, donc je ne sais pas. En tout cas, la manière dont je l'évalue pour avoir des notes et pour leur donner des feedbacks, ça, le feedback, j'en donne en permanence de manière informelle, et pour donner des feedbacks formels également, j'évalue différentes choses. Le produit, je ne sais pas si c'est une pratique que tous les professeurs font, mais je donne toujours une grille d'évaluation qui est donnée aux élèves, dès le début. Donc là, pour un produit tel quel, ils ont la grille d'évaluation. Sur le produit final, il faudra qu'il y ait tel aspect. Il faudra que vous ayez montré les transports. Il faudra que vous ayez montré l'inclusion sociale. Il faudra que vous ayez montré l'impact sur l'environnement. Il faudra que votre plan soit lisible. Il faut tout un tas de choses. Le partage du produit, je l'évalue également. Moi, en l'occurrence pour ça, ce serait une présentation. Ils sont évalués sur leur aisance à l'oral, sur leur... pas tellement aisance, parce que ça c'est personnel, mais sur leur... s'ils parlent assez fort, s'ils font du contact visuel avec le public, s'ils ont... Alors, ils ne sont pas obligés d'avoir un soutien visuel, mais si en tout cas leurs idées ont été clairement établies, etc. Mais bon, encore une fois, une clé d'évaluation que je leur donne avant, et qui d'ailleurs facilite ma notation, parce que moi j'ai juste à encercler sur la grille d'évaluation. Moi j'ai une grille d'évaluation, il y a donc pour chaque chose 4 points, 3 points, etc. Donc là on a un critère, 4 points c'est si vous avez fait ça, 3 points si vous avez fait ça, 2 points si vous avez fait ça, 1 point si vous avez fait ça, 0 si vous n'avez rien fait. Moi c'est très simple, ok, t'as vu ça. Et du coup ils n'ont même pas besoin de... J'ai évidemment ouvert aux questions, ils n'ont même pas vraiment besoin de me demander pourquoi ils ont été là, puisque de toute façon c'est montré dessus. Ensuite, le procédé, moi ça je ne l'évalue pas, mais s'il est évalué, voici quelques pistes. Vous pouvez évaluer l'assiduité au travail, vous pouvez évaluer la qualité de la recherche. Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs aux États-Unis qui, lors des projets, évaluent les étapes intermédiaires. Donc par exemple, ils vont évaluer le premier G, puis ensuite le deuxième G, puis le troisième G, etc. Moi ça je donne du feedback dessus, je trouve que ce n'est pas vraiment juste de l'évaluer, mais certaines personnes préfèrent. Et le débat, je l'évalue, et ça justement, ça permet de le rendre intelligent, puisque là, ils ne sont pas dans l'idée. Alors, par exemple, une des clés d'évaluation, c'est je n'ai pas interrompu lorsque la personne présentait son opinion. J'ai écouté l'argument plutôt que de donner un contre-argument. Donc, de toute façon, une clé d'évaluation qu'on discute et qu'on établit un plan entre nous, avec les élèves et moi, mais qui est évaluée de sorte à justement les pousser à écouter et à ensuite justifier leur avis. Donc voilà. Si vous avez des questions, on a encore 5 minutes, donc n'hésitez pas. Moi, je voulais juste te dire que ça m'étonnait pas en fait que les élèves ils avaient cette créativité-là, parce que tant qu'on les empêche pas d'exprimer leur créativité, ils l'expriment. Ouais. C'est bien de leur pousser à être créatifs et à créer ce qu'ils veulent. Ouais. Merci. Ouais. J'ai une question là, sur l'exemple que tu as donné en Vietnam avec la serre. Ouais. Donc c'est des collégiens. Ils ont utilisé donc, le panneau solaire, le ventilateur, tout ça. Ils ont fait eux-mêmes des recherches pour savoir comment ça fonctionnait. Ouais. Et ils n'en avaient pas forcément avant. C'est le projet qui les a amenés à chercher, se renseigner et construire. Ouais, exactement, tout comme tu as dit. Et d'ailleurs, ils ont comparé les différents prix de panneaux solaires parce qu'en l'occurrence, ils étaient prêts à mettre leur propre argent, mais ils ne voulaient pas se ruiner leur argent de poche non plus. Donc, ils ont comparé les différents prix. Moi, je les ai poussés à dire oui, mais celui-là, peut-être qu'il durera plus longtemps, celui-ci non. Ils ont d'ailleurs fait l'erreur d'en commander un qui était trop bon marché, qui du coup ne fonctionnait pas. Et ensuite, ils en ont recommandé un. Donc oui, c'est eux qui ont vraiment tout fait, toutes les recherches. Alors, moi, je guide si besoin. Eux, en l'occurrence, c'était très autonome, donc ils sont partis à le faire tout seuls. Oui, c'était juste pour dire que cette méthode pour les personnes dyslexiques, je sais, c'est
dans l'enseignement, on l'apprend pas forcément aux enseignants. Cette méthode, elle est vraiment très bien parce qu'ils ont des difficultés pour écrire, pour mémoriser et pour la lecture aussi. Et cette méthode, je vais la donner à ma mère puisqu'elle galère pour faire passer le brevet à ma soeur cette année. Donc du coup, je pense que ça va pouvoir lui être utile. Ouais. Et ils sont combien dans le groupe, enfin, dans la classe? Aux classes de combien? La classe entière, bon, ici je suis très privilégié, j'ai des classes de 15. Au Vietnam, on était 36. Et il y a tant en 36 de passer de Oui, parce de que. combien de temps? C'était quoi de Les séances de combien de temps? Là, au Vietnam, c'était combien? 2 fois 40 minutes, donc 1h20. Et parfois des séances de seulement 40 minutes, mais généralement c'était 1h20. Mais oui, il y a tout à fait le temps parce que. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette pédagogie, c'est que, si vous voulez, moi je peux partir de la classe pendant une demi-heure, ils ne s'en aperçoivent pas. Ils sont tous tellement dans leur travail que c'est justement, moi c'est là que je trouve qu'on voit que ça marche. C'est que si je m'en vais, ben, ça continue. Et donc, ça vaut également pour les groupes. Si je m'en vais du groupe, ben, limite, en fait, parfois je embête plus que de m'écouter quand je viens et on voit que ça va encore mieux. Donc oui, il y a tout à fait le temps. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé, même dans les séances de 40 minutes, ici, à cette école, bon là, comme j'ai dit, j'ai un groupe petit, mais parfois je suis tout en groupe parce qu'ils font que des binômes. Et j'ai 40 minutes à chaque cours. Et ça laisse toujours le temps, même après avoir fait l'introduction, parfois on a discuté, de passer dans chaque... Ouais. Est-ce que tu considères que cette façon d'enseigner, c'est aussi, parce que ce sont des collégiens, encore une façon pour eux d'apprendre par le jeu? Moi non, parce que pour moi c'est pas du jeu. D'accord. C'est justement, c'est... Alors peut-être si c'était en primaire, oui. D'accord. Moi, j'enseignais en primaire, mais je faisais ça différemment. Quand j'enseigne au collège-lycée, non, pour moi, c'est justement le moment de les professionnaliser. Ben, vous voyez, oui, c'est amusant par contre. Oui, mais pour eux, ça reste peut-être pour leur perception des choses encore une forme de jeu. Ils le prennent plus comme quelque chose de ludique, Ouais. et ils ne prennent pas forcément ça comme une épreuve ou une contrainte, et surtout ils font ça avec plus de cœur, Ouais. plus d'envie, et c'est peut-être ça aussi l'intérêt de la méthodologie que tu envoies. Enfin, c'est ludique, mais sans être un jeu. Et oui, ça enlève la contrainte. Mais justement, moi, c'est pour ça que je vais à tout prix faire quelque chose du produit qu'on a à la fin. C'est qu'un jeu, bon, à la fin d'une partie de Monopoly ou je ne sais pas quoi, on ne fait rien du plateau de Monopoly ou de tous les billets qu'on a accumulés. C'est sur ces phases-là de création que ça reste encore quelque chose de leur univers, de créatif. Donc c'est là qu'on reste encore dans un aspect qui est moins intellectuel. Là, ils vendent le produit. Ouais. C'est pour ça que Ça dépend, après on adapte à chaque niveau. Oui, Par oui. exemple, plus on va haut quand j'ai fait ça au lycée en IB, donc c'est un peu l'équivalent de, je sais pas, c'est la section d'élite aux États-Unis. Là, on poussait beaucoup plus loin et c'était agréable, disons que les élèves se mettaient dedans, mais c'était pas forcément un jeu. Mais après, oui, probablement plus on descend en âge, plus ça reste du. Et est-ce que tu as fait ça avec des élèves qui avaient à chaque fois tous le même âge, ou parfois tu as fait ça dans des classes avec plusieurs... Ici, en fait, comme on est une école si petite, on a des âges mélangés. Alors moi, il y a jusqu'à 3 ans d'écart entre certains élèves. J'ai pas fait, en tant que dans ma classe, je n'ai jamais fait avec des écarts d'âge plus grands que ça. Mais par contre, j'ai fait en faisant une collaboration avec d'autres classes. Alors parfois, des collaborations vraiment aiguës où on venait les uns chez les autres en permanence, on s'enseignait les uns aux autres. D'autres fois, ou bien c'était à cause des contraintes géographiques principalement, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans le même bâtiment ou pas dans le même moment dans l'emploi du temps. On faisait un peu chacun le projet dans notre coin et du coup il y avait des moments de partage où on se retrouvait. Et là, oui, c'était tout aussi bien, je trouvais. Après, ça dépend du projet vraiment. Ouais. Est-ce que c'est la base de l'éducation américaine, ça? Non, c'est juste un... En fait, aux États-Unis, justement, il y a beaucoup
ce qu'on appelle le développement professionnel, la formation continue est obligatoire. Donc il y a sans cesse un renouveau d'idées et des nouveaux courants, et donc certaines écoles qui se disent bon ben on va se spécialiser dans ça, ou se centrer vraiment là-dessus, et d'autres non. Je dirais pas que c'est la base, mais il y a beaucoup de projets aux États-Unis. Il y a en plus à l'aise à l'oral, je suppose. Ouais, ah oui, tout à fait. Mais en fait, même avec un public moins à l'aise à l'oral, comme c'est le cas au Vietnam par exemple, où c'est un peu comme en France, même plus poussé, où on est très encadré, et on nous dit d'écouter, de bien se poser, etc. Ça va assez vite en fait de débloquer les élèves. Mais c'est vrai que ça peut être décourageant au début, et c'est à ce moment-là, en tant qu'enseignant, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment pousser à avoir la foi dedans et continuer. Et peut-être le premier trimestre ça va marcher, mais on continue le deuxième, et peut-être c'est seulement le troisième qui se lance. Parce que c'est vrai que si c'est une culture qui leur a beaucoup plus inculqué juste d'écouter, de s'asseoir, etc., et qui du coup peut-être avec des élèves qui vont en fait ne pas faire le projet, mais déborder du cadre, faire déborder même de manière générale lorsqu'ils sont laissés plus autonomes, ça peut être décourageant pour l'enseignant. Mais en fait si on s'accroche, on s'aperçoit vraiment qu'au bout d'un certain point il s'accroche le train. Merci beaucoup. En fait, je veux juste savoir, où est-ce que tu es allé aux États-Unis pendant ton année d'immersion? Mon année d'immersion, je suis allé en Pennsylvanie, sur le côté nord-est, pas la côte, mais les États de la côte. Puis après, j'ai déménagé dans 4 autres États, au fur et à mesure de ma vie là-bas. Et justement, d'ailleurs, vous demandiez est-ce que c'est la base de l'éducation américaine, justement par cette autonomisation, enfin, le fait que les établissements sont autonomes, et le fait que chaque État est assez différent, et c'est un si grand État, en fait, on peut un peu dire n'importe quoi. Enfin, ce qu'on veut sur les États-Unis, c'est toujours vrai quelque part. Du coup, est-ce que c'est pour ça que je disais que c'est la base dans certains courants. Demain, la conférence reprend à 9h, on commence la conférence, mais à partir de 8h, on aura un petit déjeuner un peu comme aujourd'hui. Si vous voulez venir discuter à l'avance et manger des croissants. Et puis voilà, demain, on aura 3 conférences, et justement une de Juliette Perché qui a fait le tour du monde des systèmes éducatifs, qui du coup parlera de certaines écoles d'autres pays. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bonne soirée.